Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. De l'avenir des femmes peut naître l'avenir de l'Europe. C'est avec cette formule de Gisèle Halimi que nous avons décidé d'ouvrir ce Grand JT en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et justement, nous allons être en duplex avec Violaine Lucas devant la chancellerie de Paris. On en parle avec elle dans quelques instants. À sexe égal, c'est le titre de la collection 100% féministe qui vient de paraître à l'occasion du 8 mars. L'éditrice Camille Dedecker sera avec nous sur ce plateau dans quelques minutes. Enfin, comme chaque vendredi, vous retrouverez Loïc Landreau avec l'agenda du week-end. Au menu, le cercle des poètes disparus, Japan Expo et thriller scolaire. Tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. En cette journée internationale des droits des femmes, la cérémonie de scellement du texte sur l'IVG s'est déroulée à la mi-journée au ministère de la Justice. Une cérémonie pour l'histoire, mais précisons d'emblée néanmoins que l'inscription de l'IVG dans la Constitution française sera définitive et irrévocable demain au moment de sa publication au journal officiel. Mais tout à l'heure, en effet, Emmanuel Macron a introduit cet événement historique et puis un sceau a été apposé sur le texte voté il y a quelques jours par le Congrès. Le président de la République qui s'est réjoui du symbole et du message que cette entrée dans la Constitution envoie au monde. La France est devenue aujourd'hui le seul pays au monde dont la Constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse en toutes circonstances. Et nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde. Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au cœur de l'actualité également, les cours d'éducation à la sexualité dont on parle régulièrement depuis plusieurs mois. Le ministère de l'Éducation en a révélé le programme. Bâtir une véritable éducation à la vie affective, relationnelle, à la sexualité, de la maternelle au lycée. Le programme était attendu depuis de longues années. Le voici. Il propose la tenue de 3 séances de 2 heures inscrites dans l'emploi du temps. C'est ce qui est du jamais vu. Et son propos liminaire est clair. Ce programme vise à développer le respect des élèves, de leur intimité corporelle et psychique, de leur rythme de croissance et de leur développement, de leurs différences et de leur singularité. Voilà, précisant que l'éducation à la sexualité est un levier pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. A-t-on des exemples de ce que vont étudier explicitement les élèves ? Oui, alors le programme évoque par exemple en maternelle des exercices pour repérer et nommer les parties du corps en se servant du coin poupée. Il y aura aussi un travail sur la reconnaissance des émotions. En primaire, la notion de consentement, de refus, de politesse et de secret seront explicitées. Au collège, on va parler de construction d'une relation réciproque et égalitaire. Et au lycée, de la notion d'emprise. Ce programme va s'appliquer à tous les établissements publics et privés sous contrat, à savoir qu'il doit maintenant être soumis aux instances de dialogue social de l'Éducation nationale pour consultation, puis approuvé par décret par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Sur le sujet des violences maintenant, on en vient à ce témoignage d'un enseignant qui évoque la peur qu'il ressent au quotidien face aux agressions. Écoutez bien, chaque année, en moyenne, ce sont 100 000 enseignants qui disent avoir été victimes de violences dans le cadre de leur mission. Et pour 30% d'entre eux, l'un des parents de l'élève concerné était impliqué. C'est ce que raconte effectivement Nicolas. Il est enseignant depuis 12 ans à Valenciennes et il a tenu à expliquer la réalité de son métier dans un contexte de plus en plus tendu. Depuis 12 ans, en tout cas, c'est sûr que lorsque l'on contacte des parents, par exemple, pour échanger avec eux sur la situation d'un enfant, il faut prendre des gants. Il y a 12 ans, on était bien plus soutenu par les parents qu'on peut l'être aujourd'hui. Alors finalement, ça mine aussi le quotidien, parce que le matin, lorsqu'on prend notre service, entre guillemets, on espère que ça va bien se passer. Mais on n'est jamais à l'abri, en effet, d'une situation qui pourrait déraper.
Un mal-être qui touche tous les territoires et particulièrement la Seine-Saint-Denis. Hier, les syndicats enseignants ont défilé devant le ministère de l'Éducation nationale pour demander davantage de moyens. Du fric pour l'école publique, c'est l'un des slogans scandés par les 4500 manifestants. Un cortège composé d'enseignants, d'élèves, de leurs parents et de personnalités politiques. Voici le témoignage d'une professeure de français en Seine-Saint-Denis qui a tenu à rester anonyme auprès de nos confrères de l'AFP. On nous dit qu'il n'y a pas de moyens, mais quand je fais passer les épreuves de bac à l'Académie de Paris ou de Versailles, je vois bien que les moyens sont là. Ce que subissent nos élèves en Seine-Saint-Denis, aucun parent parisien ou versaillais ne l'accepterait. Voilà, de son côté, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a invité les syndicats enseignants à venir la rencontrer rue de Grenelle pour écouter leurs besoins et tenter d'y répondre. Et on termine avec la comédienne Héloïse Martin qui sort une bande dessinée pour parler de l'inceste dont elle a été victime. Héloïse Martin, vue notamment dans les longs métrages Tamara en 2016 et en 2018. Elle a également participé à Danse avec les stars en 2018. Et aujourd'hui, donc, cette BD pour parler de l'inceste qu'elle a subi à l'âge de 9 ans. C'est son oncle qui l'a agressé sexuellement. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 3 000 € de dédommagement, ce qui, pour Héloïse Martin, n'est pas une condamnation dans le sens où il n'a jamais fait de prison et où il a pu continuer de vivre comme si de rien n'était. D'autant plus que quelques années après l'affaire, il a même été réinvité au repas de famille. En 2015, j'arrive chez mes grands-parents la veille de la fête et là, j'apprends qu'il est là en regardant sur le planning de qui doit faire à manger. Je vois son nom et là je me dis mais il est invité, il va venir. Ah bah oui, mais pourquoi ça te pose un problème? Ah bah j'aurais aimé être prévenue. Et là, parce que toute la famille savait. Oui, mais en fait c'est pour eux c'est anodin. Il sera là, il sera pas là, c'est pas grave, faut passer à autre chose. On m'a même sorti une fois, tu devrais avoir l'intelligence de passer à autre chose. Parce que y a plus grave dans la vie, parce que on peut pas vraiment appeler ça un viol parce que c'est pas une pénétration sexuelle, c'est une pénétration digitale. Donc pour eux, il y a déjà une barrière, une différence énorme. Héloïse Martin qui veut évidemment partager son histoire pour inviter d'autres victimes à en parler et à porter plainte contre leurs agresseurs pour que plus jamais l'inceste ne soit un tabou. Merci beaucoup Loïc, on vous retrouve pour votre chronique tout à l'heure. En 71, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir créent Choisir la cause des femmes, une association dont la voix résonne encore aujourd'hui, particulièrement à quelques mois des élections européennes que nous allons vivre et où le combat surtout pour le droit des femmes reste un enjeu de premier plan. Choisir la cause des femmes, on en parle avec Violaine Lucas. Nous sommes avec Violaine Lucas, la présidente de Choisir la cause des femmes. Bonjour Violaine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons volontairement avancé l'horaire de tournage du Grand JT aujourd'hui pour vivre avec vous ce moment historique en direct de la place Vendôme à Paris. Vous êtes devant le ministère de la Justice, la chancellerie de Paris. Emmanuel Macron va dans quelques instants sceller ce vote historique de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et j'imagine que c'est un moment particulièrement émouvant pour vous. Oui, c'est très émouvant pour nous. Notre association Choisir la cause des femmes, fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi en 71, s'est incarnée dans le paysage féministe dans les années 70 en prenant la défense de Marie-Claire Chevalier, qui est cette jeune femme qui, à la suite d'un viol, avait avorté clandestinement au péril de sa vie. Et Gisèle Halimi l'avait défendue en 72 pendant le procès de Bobigny. Et aujourd'hui, le procès de Bobigny que Gisèle Halimi avait gagné a été la première marche pour aller vers la légalisation de l'IVG et la loi Veil, si bien que cette constitutionnalisation de l'IVG est un symbole extrêmement puissant et garantit dorénavant pour toutes les femmes le droit de choisir librement de leur maternité. On voit qu'il y a énormément de pays dont on ne soupçonnait absolument pas le revirement sur ce sujet. On pense bien évidemment aux États-Unis, il y a 2 ans avec la révocation de l'arrêt Roe versus Wade. Mais on l'a vu aussi en Europe. Les entraves à l'IVG en Pologne et en Hongrie aujourd'hui sont aussi des reculs. On peut lire tout cela évidemment dans votre livre, Le meilleur de l'Europe pour les femmes, qui est paru aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Ces revirements spectaculaires quand on sait que dans les années 70, et je parlais évidemment de la Pologne et de la Hongrie, ces 2 pays étaient des références pour avorter librement. Oui, exactement. En fait, ce que montre notre étude, donc le meilleur de l'Europe pour les femmes, qui est un projet militant pour harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne, ce que montre notre ouvrage, c'est qu'effectivement, les droits des femmes sont une variable d'ajustement des politiques
Et quand des régimes réactionnaires viennent au pouvoir, eh bien, la première chose qu'ils attaquent, ce sont les droits des femmes et particulièrement la question de l'accès à l'IVG. Et donc ces revirements, pour la première fois au monde, on va avoir une constitution dans laquelle est gravé cet accès garanti, cette liberté garantie à l'interruption volontaire de grossesse. C'est une première et on peut espérer, et c'est le cas, que ça garantira ce droit fondamental-là. Parce que la situation en Pologne, en Hongrie, mais aussi en Italie, à Malte et dans de plus en plus de pays, et les menaces vont être puissantes avec l'arrivée au pouvoir dans beaucoup de pays de l'extrême droite, les problèmes que l'on voit, c'est que ça met en péril la santé des femmes, mais pas seulement des femmes qui veulent avorter parce qu'elles ont subi un viol ou parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas maîtrisé, mais des femmes qui ont des projets de grossesse. C'est le cas en Pologne, c'est arrivé à plusieurs reprises en Pologne, des femmes ou jeunes femmes qui sont intégrées dans la vie économique, dans la vie sociale au même titre que les autres, mais qui ont un projet d'enfant, qui veulent mettre au monde un troisième, un quatrième enfant. Et ces femmes, quand elles se trouvent face à une difficulté dans leur grossesse, et c'est le cas en Pologne pour 6 femmes déjà qui ont été, sur lesquelles il y a eu des campagnes, quand elles choisissent de mettre au monde un enfant et que l'enfant a une malformation, eh bien là, elles n'accèdent plus à l'IVG. Les médecins attendent que les embryons, que les fœtus meurent dans le ventre de ces femmes. Et ensuite, dans tous ces cas, les femmes sont également mortes. Et ça fait qu'aujourd'hui en Pologne, beaucoup de femmes ne veulent plus faire d'enfants parce qu'elles savent qu'elles n'auront aucun suivi gynécologique. On a même en Hongrie, et vous l'expliquez dans votre livre, une nouvelle loi initiée par une députée d'extrême droite qui oblige dorénavant les femmes qui veulent avorter à écouter le battement du cœur du fœtus. Donc on le voit effectivement, ces avancées qui sont contradictoires. Quelle est la prochaine étape, Violaine Lucas, notamment au niveau de l'Europe? C'est inscrire aussi peut-être dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ce droit à avorter? Oui, en fait, c'est ce qu'on préconise et c'est ce qu'on préconise depuis le début, en plus de l'inscription dans l'IVG pour la France. Nous, on disait, il y a un pays qui est la Slovénie, dans lequel il y a un droit de choisir de donner naissance à un enfant qui est inscrit dans la Constitution. On avait choisi cet exemple-là. On pourrait maintenant réactualiser en choisissant l'exemple de la France. Mais notre étape à nous, c'est de dire, inscrivons un droit à l'IVG ou de choisir de donner naissance ou non à un enfant dans la Charte des droits fondamentaux. Et comme on est dans une dynamique portée de longue date par Laurence Rossignol au Sénat, et puis on a vu le travail puissant de Mélanie Vogel et de Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, profitons de cette dynamique-là parce que tous les pays nous regardent. On voyait ce matin en Espagne, l'Espagne annonçait qu'elle va tenter de constitutionnaliser l'IVG. Ce qu'on se dit, c'est qu'il faut profiter de cette dynamique en France pour faire en sorte que ça arrive dans la Charte des droits fondamentaux. Beaucoup de thèmes abordés dans votre livre. Je disais, Violaine Lucas, que vous avez écrit avec Choisir la cause des femmes, le meilleur de l'Europe pour les femmes, donc signé aux éditions des femmes Antoinette Fouque, livre que j'ai ici. Vous vous penchez donc sur plusieurs sujets, notamment la famille. Un autre grand sujet, évidemment, qui est relié à la cause des femmes dans le monde. Je m'explique et je vous cite. Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT. Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie de genre, criait, hurlait Giorgia Meloni il y a si peu de temps. Est-ce qu'on fait face à une vague conservatrice qui revendique le modèle de la famille traditionnelle, bien sûr en Italie, mais notamment dans toute l'Europe? Ah oui, de toute évidence, on est face à une vague conservatrice et même ultra réactionnaire, et même, on le dit à choisir, masculiniste. C'est-à-dire une inversion totale des conceptions dans lesquelles il faudrait remettre l'homme au centre et dans lesquelles les femmes, c'est ce que Orban organise, les femmes doivent retourner au foyer, elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent faire beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'en Hongrie, il y a cette fiscalité particulière qui fait que si les femmes ont 4 enfants, il faut qu'elles ne paieront plus d'impôts, sauf que si elles divorcent, elles devront rembourser
tout ce qu'elles n'ont pas payé. Donc en fait, cette vague conservatrice, elle est soutenue par des milliardaires au niveau international. Ça donne Trump, ça donne tout ce qui se passe dans les autres pays dans lesquels on voit des populistes et des réactionnaires qui arrivent au pouvoir. Et cette vague, elle est une réalité. Nous, on a vu aussi monter en France le Front National, le Rassemblement National, qui est passé de 8 ou 9 membres au Parlement, à l'Assemblée nationale, à 89. Si on ne réagit pas maintenant, si les gens ne se rendent pas compte et si surtout les partis politiques progressistes ne revendiquent pas vraiment fortement une politique et des politiques féministes, et s'ils ne donnent pas des moyens financiers pour ces politiques, on peut penser que ce raz-de-marée, eh bien, il touchera aussi la France. Donc pour faire face à ça, je pense qu'il est extrêmement important que les candidats aussi à l'élection européenne revendiquent ce point. Et c'est pour ça qu'hier soir, pardon. Je vous en prie, hier soir, hier soir, on a réuni pour une soirée que vous pouvez suivre maintenant sur la chaîne YouTube de Choisir la cause des femmes. On a réuni sur un plateau 4 candidats à l'élection européenne, 2 têtes de liste. Il y avait Manon Aubry pour LFI, il y avait Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste et Place publique, et puis il y avait Hélène Bidard pour le Parti communiste français, et il y avait Mélanie Vogel, la sénatrice qui représentait Europe Écologie Les Verts. Et nos questions, c'était qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arriver au Parlement pour créer une force qui prendra vraiment, parce qu'ils l'ont inscrit dans leur programme depuis 15 ans, qui prendra vraiment les moyens de faire cette clause de l'européenne la plus favorisée, ce meilleur de l'Europe pour les femmes, parce que c'est la seule façon pour endiguer cette vague. La seule façon, c'était assez exceptionnel. Moi, je suis très fière qu'on ait organisé ce débat parce que pendant 2 heures, et on a dû arrêter et écourter le débat, on n'a pas traité tout ce qu'on voulait dire, mais pendant 2 heures, on a vu 4 candidats à l'élection européenne dire comment ils feraient pour défendre les droits des femmes au plus haut niveau quand ils arriveront. Et on voit, et on sait, nous, qu'on est allé au Parlement européen, on a rencontré des parlementaires européens, on a rencontré le commissaire européen aux droits sociaux, on sait qu'il y a des progressistes, il faut créer des alliances. On a déploré hier soir de ne pas avoir eu avec nous Renaissance. On avait invité Valérie Ayer, qui avait délégué Irène Tolleret. Irène Tolleret a été malade. Personne n'a pu remplacer un représentant de Renaissance. Ça nous interroge, parce qu'on a besoin d'alliances. Et on voudrait que vraiment... Violaine Lucas, mais est-ce que vous avez aussi invité une partie de la droite ? En fait, on avait invité, le parti pris, c'était de dire, voilà, il y a 4 partis politiques qui représentent 3 groupes politiques au Parlement européen, 4 groupes politiques, pardon, européens. On avait invité tous ceux qui ont inscrit la clause de l'européenne la plus favorisée dans leurs programmes électoraux depuis 2009. On aurait choisi, on aurait pu éventuellement élargir, mais le problème, c'est que nous, pour l'instant, on veut des gens qui sont d'accord sur ce principe-là et qui nous disent comment ils le font. Notre axe maintenant, c'est comment on met en œuvre le meilleur de l'Europe pour les femmes. La question, elle va se faire ensuite au Parlement européen, d'aller créer des alliances, et on sait qu'on peut compter sur le Parti populaire européen, c'est-à-dire dont les représentants ici sont les équivalents de LR. On peut, en tout cas au niveau européen, compter sur le PPE, puisqu'ils ont voté avec les progressistes la loi sur la directive, sur la directive violence. Elle a été votée avec eux, ou au moins... Enfin, elle n'a pas tout à fait été encore... elle n'est pas complètement... je ne sais plus si elle est complètement validée. Bon, bref, pardonnez-moi pour cette imprécision peut-être. Mais ce qui apparaît très clairement, c'est que, par exemple, sur la ratification de la Convention d'Istanbul par l'Union européenne, on avait besoin du PPE. On a eu un accord entre PPE, Renew, les Verts, les sociodémocrates et The Left, si bien qu'on est capable et qu'on y arrive. Donc en fait, notre but là, c'est de savoir, parce qu'il faut être pragmatique et qu'on ne peut plus perdre de temps, ceux qui ont inscrit ce projet, eh bien, comment vont-ils le mettre en œuvre ? On parlait évidemment de tous ces sujets qui touchent la cause des femmes, la famille. On parlait du lobby LGBT, notamment l'allusion à ce qui se passe en Italie. Combien de pays européens aujourd'hui, Violaine Lucas, refusent le mariage des couples homosexuels ? Alors, j'ai plus les données, vous les trouverez dans notre étude, dans le livre, mais en tout cas, ce qu'on a pu remarquer, nous, en 15 ans, parce que c'est ça qui est passionnant aussi dans ce travail, dont je précise qu'il est entièrement bénévole.
Nous sommes toutes bénévoles dans l'association et nous faisons ce travail parce que c'est un engagement. Et c'est ce que nous a appris Gisèle Halimi, car cet engagement est exigeant et que ça demande ce travail approfondi qu'on a pu faire. Ce que nous, quand on regarde par rapport à l'édition de 2008 qui a changé le plus dans l'Union européenne, c'est clairement le droit de la famille. Et là, on se pose la question, à travers le livre, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une famille féministe. Parce qu'a priori, nous, on s'était posé dans l'édition de 2008, on se disait, est-ce que la famille est un havre de paix ou est-ce que c'est le lieu de toutes les violences et au contraire quelque chose de pas émancipateur pour les femmes? Et en fait, on s'est rendu compte que la droite s'est complètement appropriée la notion et de famille, et d'ailleurs de vie, alors qu'en réalité, il existe des milliers de modèles de famille. Et que nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qu'une famille féministe? Et ça intègre évidemment la question des droits LGBTQI, puisque la famille féministe, c'est une famille dans laquelle les parents peuvent être de même sexe et que les droits de ces familles-là doivent être garantis au même titre que les familles dans lesquelles les couples sont hétérosexuels. Donc ça, c'est la base. Interroger comment faire famille sous un angle féministe, comment revendiquer ces formes familiales variées. C'est effectivement ça qu'on a pu analyser dans ce chapitre. Vous faites aussi allusion dans votre livre à la théorie des fameux pots de yaourt. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est, et vous le dites, vous le citez d'ailleurs, je vais vous citer, pardon, l'argent des hommes sert souvent à constituer un patrimoine alors que celui des femmes est invisibilisé parce qu'il passe dans les dépenses du quotidien comme les courses, comme donc les fameux pots de yaourt qu'on a à la maison et dont l'argent sert à les acheter. Oui, on s'est appuyé sur les travaux de Tissu Lecoq sur cette question-là. Et en fait, on a constaté, on est parti de l'observation des retraites. On regarde le niveau de vie et ce que perçoivent les femmes dans les différents pays de l'Union européenne, et on se rend compte que plus les pays sont riches, plus les écarts entre les retraites sont forts. Alors, cette constatation, elle est tout à fait surprenante. En même temps, elle ne l'est pas complètement quand on voit que les femmes sont partout en Europe moins payées que les hommes à travail égal, même s'il y a certains pays dans lesquels c'est moins le cas. Mais ce que l'on constate, c'est que ces grands écarts de retraite viennent du fait que les hommes, effectivement, thésaurisent. Et puis surtout, ce que ça montre, c'est que tout le travail des femmes, est exploité. Est invisibilisé, mais qu'en fait, il fait tourner le capitalisme. Ce travail invisible des femmes, il permet que la société dans son ensemble prospère, mais en creusant les inégalités. Donc c'est une profonde injustice, et c'est ça que nous devons revendiquer ou dire, c'est qu'il ne suffit pas de faire des politiques d'égalité salariale dans l'Union européenne. On voit que ça ne marche pas, et la directive pour la transparence des salaires. Violaine Lucas, vous m'entendez? Oui. De connexion. Donc vous disiez? Je disais simplement que on se rend compte qu'en réalité, le capitalisme repose sur cette exploitation du travail des femmes. Et si on veut régler cette question-là, alors il faut qu'on règle la question de qui prend en charge les enfants dans la famille. Il faut donc des congés paternité de la même durée que les congés maternité et des congés parentaux équitables entre le père et la mère et obligatoires. Et c'est de cette façon que les femmes ne seront pas les seules assignées à l'éducation des enfants. Alors, on parle aussi dans votre livre de l'éducation à la vie sexuelle et affective. C'est un sujet pour le moins houleux, même ici en France. Et vous dites, elle vise à développer et à renforcer la capacité des jeunes et des enfants à faire des choix satisfaisants, conscients, sains et respectueux concernant les relations, la sexualité et la santé émotionnelle et physique. On voit pourtant que des collectifs comme Parents Vigilants en France ou même en Belgique s'acharnent contre ces cours justement qui sont, on va le dire, absolument pas appliqués ou très peu appliqués. Comment faire ? Mais comment faire? Il faut que la loi soit effective, c'est-à-dire qu'il faut l'appliquer. Et en France, il y a 3 associations, dont le planning familial, qui font un procès à l'État pour que l'État tienne ses engagements et applique la loi. On est davantage face à des choix idéologiques, selon vous, plus qu'à des choix éducatifs? Oui, je pense que c'est aussi une absence de volonté de mettre en œuvre une politique publique alors qu'elle devrait être mise en œuvre. Ce n'est pas une question, visiblement, les gens ne s'y intéressent pas réellement. Je ne sais pas si c'est de l'idéologie, peut-être, mais je ne crois pas que ce soit ça la question. La question, c'est qu'il faut prendre ça très au sérieux et pour l'instant, les moyens ne sont pas là.
Votre livre est extrêmement complet, Violaine Lucas, mais j'aimerais quand même qu'on aborde une question rapidement, on a peu de temps, mais sur les violences. Les violences sont traitées de manière extrêmement différente en fonction des pays dans toute l'Europe. Les viols et violences sexuelles sont-ils définis de la même manière en fonction de là où on se trouve, c'est-à-dire en Italie, en Irlande, en Croatie ou même en France? Oui, et c'est bien ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'un viol en Italie ne sera pas défini de la même façon qu'un viol en Suède, et ça, c'est pas pensable et c'est pas imaginable. Il y a donc une directive violence dans laquelle il y a un article 5 qui devait définir le viol sur la base de l'expression d'un consentement positif. En dehors de l'expression d'un consentement positif, la relation sexuelle était qualifiée de viol. C'est la définition qui est défendue par la Convention d'Istanbul, une convention dont la France est signataire et l'Union européenne donc maintenant aussi. Et cependant, le président de la République, Emmanuel Macron, a choisi qu'on ne définisse pas de façon unanime et au meilleur niveau le viol. Et ça a posé un véritable problème. Et c'est tout à fait paradoxal pour un président qui prétend faire de la cause des femmes la grande cause de son deuxième quinquennat, comme c'était la grande cause de son premier quinquennat. Donc cette question de la définition du viol, elle est extrêmement importante parce qu'on voit par exemple qu'en Suède, où la loi reposait précisément sur cette définition-là du viol, les condamnations pour viol ont augmenté. Donc on voit et on a le recul nécessaire pour observer comment ça se passe en Suède et pour voir que la définition juridique, la qualification juridique du viol, c'est une donnée importante pour que les gens soient condamnés à l'arrivée. Et c'est très important parce qu'en France, on voit bien que quand une femme a le courage d'aller porter plainte, il n'y a que 2% de condamnation. Donc c'est un vrai problème de justice au regard des droits des femmes. Merci beaucoup Violaine Lucas d'avoir été avec nous sur le Grand JT en direct de la place Vendôme à un moment, je le disais, historique du scellement dans la Constitution de ce vote de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Merci beaucoup Violaine Lucas. Votre livre « Choisir la cause des femmes, le meilleur de l'Europe pour les femmes » disponible bien sûr dans toutes les librairies aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. On va marquer une courte pause et on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain.
De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Camille de Decker. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Camille. Vous êtes fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher. On va parler de votre parcours parce que c'est un parcours tout à fait étonnant. Mais j'aimerais avant cela qu'on parle donc de cette collection qui vient de sortir spécifiquement aujourd'hui, collection à sexe égal. Et en cette journée si particulière du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, journée aussi où on inscrit donc l'IVG, le texte, on scelle le scellement de l'IVG donc dans la Constitution. C'est vraiment une journée particulière. J'imagine que vous êtes particulièrement ému ou du moins en tout cas honoré. Ouais, excité surtout. Excité parce que c'est le premier jour vraiment du lancement de la collection. Il est accompagné de très bonnes nouvelles. Donc ça ne se peut pas s'augurer sous de meilleurs auspices. De très bonnes nouvelles parce que déjà ceux qui l'ont lu sont totalement conquis. Bah, j'espère. Oui, pour l'instant tous les retours qu'on a sont très bons, donc touche du bois. Alors pourquoi justement avoir cherché à faire une collection 100% féministe? Pourquoi vous êtes avoir voulu prendre cette voie? Alors je le comprends, cette journée du 8 mars, mais elle a été pensée bien avant cette collection. Oui, bien sûr, elle a été pensée bien avant. Pourquoi une collection féministe? Alors au début, c'était pas du tout dans notre ADN de la maison d'édition. On faisait dans l'inclusivité, on faisait dans l'originalité, ce genre de choses, mais pas vraiment dans le féminisme, vraiment axé et revendiqué. Et puis on a sorti en 2019 un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Loin du cœur, qui a été, on va dire, qui est arrivé un peu chez nous vraiment par hasard. C'est un auteur d'une autre maison d'édition qui est venu nous voir et qui nous a dit je voudrais faire un recueil de nouvelles sur les violences faites aux femmes. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à le faire en partenariat avec l'association Solidarité Femmes? Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas, c'est super, on adore le projet et tout. Et donc, on sort ça en 2020. Et en fait, à la suite de ça, on a eu pas mal, donc il y a eu le Covid, il y a eu ce genre de choses, voilà. Et à la suite de ça, on a eu pas mal de retours de lecture, de gens qui nous ont dit, c'est vraiment super comme petit recueil de nouvelles. Mais de par les sujets traités, donc les violences physiques, psychologiques, etc., c'était assez dur à lire. Et donc on s'est dit, tiens, c'est dommage, parce qu'on peut parler du sujet des violences, mais si les gens ne lisent pas, c'est que du coup le message ne passe pas entièrement. Voilà, donc en tout cas il y a une rupture dans le parcours du message. Et donc on s'est dit, tiens, on pourrait faire peut-être une collection où, au lieu de parler que des violences, au lieu de parler que du sexisme, au lieu de parler que de sujets un peu ponctuels, on va parler du féminisme pluriel. Parce qu'il existe plein de sujets relatifs au féminisme aujourd'hui. Intersectionnel, le cyberharcèlement, le féminicide. Intersectionnel, ça veut dire quoi? Le féminisme intersectionnel aujourd'hui, c'est en fait le féminisme qui analyse non pas le féminisme rien qu'au travers des femmes, mais au travers de la société dans laquelle elles vivent, dans leur, par exemple, le niveau social. Bref, ça va prendre plein de facteurs sociaux, religieux, on va dire, à la fois les causes et les conséquences, en fait, l'implication, l'impact. C'est ça, voilà, parce qu'on va pas par exemple, analyser le féminisme en Inde de la même manière qu'on l'analyse en France. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça. Et donc voilà, donc on s'est dit, on va regarder un peu ce qui existe aujourd'hui dans le monde de la littérature, et on a vu qu'en fait, il n'y avait pas de collection qui traitait du féminisme de manière très très large, très plurielle, et surtout avec des formats très différents. Souvent, quand on parle de féminisme, on va faire des essais, on va faire des nouvelles, on va faire autobiographie, etc. Et donc nous, on s'est dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire. Donc des témoignages, des essais, des romans autobiographiques, des livres illustrés aussi. Ouais, des guides, tout. L'idée, c'est vraiment de parler du féminisme sur tous les tons, toutes les tonalités possibles. Ça peut être de l'humour, ça peut être plus grave, ça peut être par le roman, ça peut être vraiment n'importe quoi, on ne s'interdit rien, pour toucher le plus de gens possible et faire passer le message. C'est le regard de l'auteur ou de l'autrice. Alors peut-être que ce sont que des autrices justement qui vont écrire, ou alors il y aura aussi des hommes. Pour l'instant, il n'y a que des femmes. Mais vous êtes ouverte. Évidemment. Et donc c'est le regard des autrices qui vont vous amener aussi à traiter par exemple de la sexualité ou du regard des hommes ou des violences. Ouais, exactement. Nous, en fait, pour l'instant, on a fait vraiment un appel à texter qui est toujours ouvert, très général. Voilà, on dit il faut que ça parle de féminisme. Et donc à vous après de nous dire voilà, ce texte-là, moi je le trouve très très intéressant parce qu'on va parler de cyberharcèlement chez les jeunes, pour les jeunes filles, on va parler de féminicide, etc. Donc c'est vraiment en fonction du sujet du texte qu'on reçoit qu'on va construire la collection et qu'on va vraiment en faire une espèce de pieuvre un peu plus intéressante et très étoffée. L'idée, c'est vraiment l'idéologie, être vindicatif, ou c'est aussi partagé? Ça peut être un roman, ça peut être quelque chose de juste factuel ou complètement fictionné? Alors, l'idée, c'est vraiment pas d'être vindicatif. Le premier livre qu'on sort, donc le petit guide fun et simple du féminisme pour tous, c'est vraiment ça son objectif. C'est de fixer en fait un peu le ton de la collection. C'est de dire, on n'est pas là pour juger.
On n'est pas là pour dire voilà, vous êtes de mauvais féministes, vous n'êtes pas assez féministes, pas du tout. On reprend les bases du petit guide et on reprend les bases du féminisme tout simplement, ce que c'est, ce que ça veut dire, l'histoire, comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on aujourd'hui, voilà, les grandes figures, à la fois féminines et masculines parce qu'il y en a aussi. Et on reprend les bases et le but c'est de ne pas juger les gens. On n'est pas là pour donner des leçons, je ne suis pas la première des féministes, loin de là. Donc on a tous besoin d'apprendre et de reprendre les bases et de se dire tiens, ça dans mon quotidien je peux le faire. Et au fur et à mesure de dire aux gens, bah voilà, le féminisme c'est aussi ça. C'est aussi tel sujet, ça touche aussi telle personne ou telle société. Voilà, donc le but du jeu c'est de parler vraiment à tout le monde sans être accusateur, sans être vindicatif, voilà, c'est d'être le plus ouvert possible. Est-ce que le but ultime, ce serait aussi de parler, et peut-être parler aux hommes ? Alors, il y a des femmes qui ne sont pas féministes, hein, on pourrait croire, mais il y a des femmes qui ne sont pas féministes du tout. Ouais. Donc parler aux hommes, moi j'ai des amis qui sont ultra féministes, presque plus que moi de temps en temps. Donc ça peut être de parler aux hommes, ça peut être de parler aux jeunes surtout, aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais oui, en effet, il y a certains hommes qui ont besoin, là sur les réseaux par exemple, l'autrice du Petit Guide, Samantha, après avoir annoncé la sortie du guide, a reçu des menaces de mort. Parce qu'elle était féministe et que voilà, sur les réseaux sociaux, c'est toujours un problème. Donc je pense que oui, on a besoin d'en parler le plus possible. Oui, vous souriez avec cynisme, enfin, c'est quand même très grave. Ça veut dire qu'elle a reçu des menaces de mort sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce qu'elle avait sorti un livre féministe. Oui, tout à fait. On en est encore là aujourd'hui, c'est ça qui est triste en fait. Donc je pense que c'est toujours... Donc c'est très bien qu'on inscrive l'IVG dans la Constitution, c'est très bien qu'on avance, mais il faut continuer en fait de se battre parce que les mentalités, chez certains, n'ont toujours pas bougé, quoi. Oui, en effet. J'allais poser une question, mais vous venez d'y répondre quelque part. J'allais vous demander quelles sont les difficultés, effectivement, auxquelles les autrices sont confrontées dans le monde de l'édition, en fait, dans ce monde justement de la publication. Alors, là, dans le cadre du féminisme, en effet, il y a certaines réticences de la part de certains internautes, on va dire, principalement masculins, évidemment, qui se sentent menacés par le féminisme parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait, hein, tout simplement. Encore une fois, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas ? Oui, je pense que c'est la peur surtout, et ça allait souvent, la menace de mort allait souvent avec une peur on va dire, de la domination féminine. On en est loin, je crois. Voilà, très clairement. Mais une espèce de misandrie où on pense que les féministes n'aiment pas les hommes, en fait, et veulent, je sais pas, les réduire en esclavage, j'en sais rien. Mais alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Parce que finalement, c'est un débat aussi intéressant. Est-ce que vous pensez aussi que certaines ont amené aussi certains hommes à pouvoir penser ça ? Est-ce que certaines femmes sont allées trop loin dans le féminisme ? Oui, dans les courants, il y a toujours des extrêmes. Il y a toujours des gens qui vont dans les extrêmes, etc. Mais il faut vraiment rappeler que le cœur du féminisme, c'est pas ça. C'est vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes, point barre. Il n'y a pas de « je te suis supérieur, tu m'es inférieur ». Absolument pas. Donc je pense qu'il y a certaines femmes ou certains combats qui ont pu donner cette impression, mais c'est pas ça qu'il faut retenir du tout, et c'est pas le cœur du débat non plus. Bien sûr. Faut pas mélanger les choses. Et donc c'est pour revenir à la question initiale, une difficulté vraiment que vous avez ressentie aussi, qui vous a poussé à monter cette collection 100% féministe, sur la difficulté aussi de pouvoir publier, écrire sur ce sujet-là. Oui, pas que sur ce sujet-là. Hein. Par exemple, nous, quand on fait des appels à texte, quand les gens nous déposent leur manuscrit, on leur fait toujours un petit texte pour leur dire voilà pourquoi on a apprécié, pourquoi on n'a pas apprécié votre texte, ce qui est assez rare dans les maisons d'édition quand même. Donc nous, on fait cet effort-là, et on a eu pas mal de retours d'hommes, là encore, qui nous disaient ah mais vous êtes que des femmes, vous y connaissez rien, retournez à la cuisine. Voilà. On a vraiment encore des vieux trucs comme ça là, oui, retournez à la cuisine. Oui, parce qu'en fait à la maison on a un coffee shop. Qui est attelé à la maison d'édition, donc c'est pour ça, c'était plus retourner faire des gâteaux dans votre coffee shop et laisser la vraie qualité littéraire aux hommes, et voilà. Donc oui, je pense qu'il y a toujours véritablement besoin et qu'il y a toujours des difficultés. Ça me permet de revenir en fait à la base, je ne sais pas si c'est à la base, mais en tout cas au démarrage de cette aventure. Vous étiez une passionnée de lecture depuis toujours, et pour vous c'était donc finalement un chemin, naturel que d'aller et de créer une maison d'édition, ou pas ? Alors, pas vraiment. Au début, c'était pas du tout naturel parce que ça n'avait rien à voir avec mes études. J'ai fait une prépa littéraire, après j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai fait un autre master en finance et compta. Et ils vous ont dégoûté? Pas du tout, absolument pas. J'étais vraiment en train de travailler, j'étais bien, je faisais de l'analyste, j'étais analyste de supply chain financière. D'accord. Voilà, on va passer sur les détails. Et donc du coup, un jour je me suis dit, en fait, c'est sympa de travailler, hein, c'est cool, c'était mon premier travail. Mais est-ce que j'aimerais bien créer un truc quand même, parce que je suis jeune, j'ai pas d'emprunt, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chien, j'ai pas de famille, bref, je peux faire un peu ce que je veux, donc est-ce que je pourrais pas créer quelque chose?
Et donc du coup, je suis arrivée avec cette idée de maison d'édition qui a un peu surpris tout le monde parce que j'avais fait un stage en 3e dans une maison d'édition que j'avais détestée. Voilà, j'avais vraiment... On va pas la citer, c'est pas grave. Non, mais j'avais vraiment pas aimé mon stage. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre cette expérience et je vais essayer peut-être d'en faire quelque chose de positif et de me dire, on peut peut-être faire les choses différemment. Donc je me suis pas mal renseignée sur le monde de la maison d'édition, comment ça marchait. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos parce que c'est très opaque. Comment est structurée une maison d'édition, qui fait quel travail, on va dire le schéma logistique d'un livre, comment est-ce qu'on passe d'un livre sur une petite clé USB à un livre en librairie. Voilà, donc il y avait tout ça que j'ai dû apprendre un peu sur le tas au fur et à mesure. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde, et après j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, on va dire que ça n'était pas naturel dès le début, en tout cas dans mes études, c'était pas inscrit dans mon parcours, mais c'est un goût qui m'est venu très vite. Ouais. Mais sans évidemment citer la maison d'édition en question, quels sont les écueils vers lesquels vous ne vouliez pas aller ? C'était des écueils dans lesquels je ne pouvais pas foncièrement trop tomber, parce que c'est une grande maison d'édition. Donc on va dire qu'on a des différences de taille de société, très clairement. Mais c'était vieillissant. On va dire les différents pôles ne communiquaient pas entre eux. C'était loin d'être l'image un peu moderne, start-up. Voilà, et quand on est jeune, on s'imagine beaucoup de choses sur les sociétés. Donc voilà, loin de là. Après, j'ai passé un très bon moment dans ce stage, mais dans un autre pôle qui n'avait absolument rien à voir, parce que cette maison d'édition détient le magazine Air France. Et là, c'était très très sympa. Ça se précise le nom du coup. Ouais, ça se précise. D'accord. Mais alors, vous avez monté cette maison d'édition Beta Publisher en 2016, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même assez récent. Et rassurez-moi, vous vous dites toujours finalement que le livre a encore sa place dans la société. Vous n'êtes pas en train de nous dire que les réseaux sociaux vont tout bouffer, que la vie n'est que digitale, même si le numérique est extrêmement positif. Mais enfin, évidemment, c'est cette envie de tenir un bouquin dans les mains, cette envie d'avoir des pages, etc. continue de... Oui, j'espère bien que ça continue et que ça n'arrêtera pas. Et, de toute façon, en France, on a un rapport très particulier au livre, à l'auteur, qu'il n'y a pas déjà dans les autres pays. Donc on a vraiment mis l'auteur sur un piédestal. L'auteur est une personnalité artistique à part en France. On le voit en salon, on le voit en plein de choses et tout. Donc les gens ont vraiment un rapport au livre qui est très très particulier et que je pense qu'il faut entretenir. Espérons que le piédestal protège des fameuses menaces que certaines reçoivent sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est beaucoup de paroles. Merci beaucoup. Juste une petite dernière question. Donc pour reprendre évidemment cette collection qui vient de sortir, qui vient de paraître le journée du 8 mars, donc extrêmement symbolique, à sexe égal. Et cette toute première parution aujourd'hui, voilà le petit guide fun et simple du féminisme pour tous. On rappelle son autrice, je n'ai plus le prénom, voilà, Samantha Fettelson, qui donc a écrit ce premier livre. Comment ça s'est passé la première rencontre avec Samantha ? Vous vous êtes dit, voilà, pour parler féminisme, commençons par quelque chose de ludique, sympathique et qui fasse réfléchir, mais peut-être qui fasse sourire en tout premier lieu. En fait, elle l'a trouvé toute seule parce que Samantha est déjà une autrice de la maison, elle écrit des romans. Donc elle faisait déjà partie de l'équipe auteur de la maison. Et quand on a annoncé à nos auteurs, voilà, on lance une collection à sexe égal, vous pouvez tout à fait donner vos textes, il n'y a pas de problème. Et elle s'est dit, c'est une super idée. Et en effet, elle me dit, moi, en fait, le féminisme, je connaissais de nom, mais je voulais vraiment faire des recherches pour savoir ce que c'était véritablement le féminisme, d'où ça venait, et mettre ça un peu de manière, comme vous le disiez, ludique, sympa, surtout accessible, en fait, très facile à lire. Voilà. Donc elle m'a dit, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses ? Et je dis, c'est super, on y va, c'est très bien, c'est un très bon premier livre pour la collection, ça donne le ton, ça remet les choses en place, et c'est tout ce qu'on veut. Voilà, vous avez tout compris, il faut le lire, il faut l'acheter, ce petit guide, et puis toute la collection à sexe égal qui va suivre maison d'édition Beta Publisher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille de Decker. On vous souhaite plein de bonnes choses, évidemment. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, c'est l'heure de nos bonnes idées, enfin de vos bonnes idées pour faire évidemment le plein d'aventures et d'émotions ce week-end partout en France. Et on commence par un classique qui nous parle de l'importance des enseignants dans la vie des élèves. Si je vous dis Robin Williams, Ethan Hawke, Monsieur Keating, Carpe Diem, forcément vous me dites... Le cercle des poètes disparus. Voilà, un film extraordinaire, un chef-d'œuvre absolu sorti en 1989. C'est l'histoire d'un enseignant anticonformiste qui va révolutionner la vie de ses étudiants en leur proposant une pédagogie fondée sur l'émancipation de soi, sur l'acceptation aussi par la poésie, par les arts en règle générale. Eh bien, ce film est aujourd'hui adapté sur les planches, figurez-vous, c'est au Théâtre Antoine à Paris, avec Stéphane Fraisse et toute une troupe de jeunes comédiens très très talentueux. Regardez.
c'est une pièce à aller voir absolument avec vos ados, tant elle dit de belles choses sur la vie, tant elle nous rappelle que effectivement on a le poids de la société, le poids des familles, le poids des ambitions qui est lourd à porter, surtout quand on est jeune ado et même jeune adulte. Eh bien, il faut vivre chaque jour avec le sourire aux lèvres et la passion chevillée au corps. Et ça parle aussi de tous ces enseignants qui ont changé le destin de leurs élèves. On a tous un ou une prof qui nous a marqué, qui nous a aidés, qui nous a inspirés, qui nous a donné envie d'aller dans telle ou telle direction, malgré ce que nous disaient nos parents, malgré ce dont on nous croyait capable. Donc voilà, c'est une ode aussi à ces femmes et à ces hommes qui changent la vie de leurs élèves. C'est donc à découvrir au Théâtre Antoine à partir de tout de suite là maintenant. Oui, fabuleux, merci beaucoup. Alors, on va filer dans le sud, à Antibes. Non, je plaisante. On part à Marseille, pour une fois, pour la nouvelle édition de la Japan Expo. Oh, Marseille, c'est des copains, c'est juste à côté. Jusqu'à dimanche. Vous faites assez mal l'accent, pardon, mais c'est pas terrible. Pourtant, bon, mais je suis plutôt fort en accent habituellement, c'est pas grave. Allons-y, la Japan Expo. Japan Expo, donc, Expo au parc Chano, un événement qui met en lumière évidemment les richesses de la culture japonaise avec des concerts, des démonstrations, des rencontres avec des youtubeurs, des voix françaises, aussi de mangas animés, la découverte de jeux traditionnels d'arts martiaux. Voici ce qui vous attend en images. Vous allez même pouvoir créer vos figurines manga, tester des jeux vidéo, venir déguiser aussi, puisqu'il y aura des concours de cosplay, c'est-à-dire de déguisement en vos personnages préférés. Toutes les infos, c'est sur www.japan-expo-sud.com. Hey, direction Antibes maintenant, non, toujours pas. Lyon pour la Biennale des musiques exploratoires, et ça, c'est valable jusqu'au 30 mars. Oui, alors, je sais que Biennale des musiques exploratoires, on peut se dire deux choses. Un, c'est relou. Deux, on n'y emmènerait certainement pas nos enfants. Eh bien, dans les deux cas, vous aurez tort, chers amis, puisque c'est un événement à partir de 8 ans, avec une programmation très riche pour les plus jeunes. 35 spectacles, performances, conférences, expositions, ateliers vont s'enchaîner, que ce soit à Lyon ou aux alentours, avec le thème « Enfants sauvages » ou le langage de la musique et ses effets. C'est l'occasion de faire découvrir toutes les formes de musique à vos enfants et à vos petits-enfants, avec des rendez-vous qui sont vraiment adaptés pour eux. Il y aura aussi des ateliers de live coding, c'est-à-dire de composition de musique sur ordinateur. Bref, c'est peut-être pas l'événement auquel vous auriez pensé de prime abord, mais franchement, ça vaut le coup. Plus d'infos sur www.gram.fr. Gram, ça s'écrit G-R-A-M-E. Et on termine avec un thriller qui se passe dans un collège. Ça s'appelle La salle des profs. C'est un film allemand primé en Europe l'année dernière, multiprimé même, nommé aux Oscars. Il a reçu 5 prix à l'équivalent germanique des Césars, donc c'est vous dire si c'est quand même un bon film. On est dans un collège où depuis plusieurs mois, les vols se multiplient en salle des profs. Rapidement, les élèves sont accusés, on les fouille de façon assez dégradante, on les interroge, on leur met une pression assez malsaine pour qu'ils avouent ou qu'ils dénoncent leurs camarades. Et puis on va accuser précisément un élève d'origine turque, et c'est là qu'une enseignante va se révolter et mener sa propre enquête. Mais ce qu'elle va découvrir va avoir des répercussions bien plus importantes que ce qu'elle n'imaginait. Bande annonce. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. Ey, jetzt lass doch mal los! Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar. Hin oder her, aber der Junge ist doch total verwirrt. Sehen Sie das nicht? Wir sind diejenigen, die verwirrt sind. Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert. Hey! Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord.
Voilà, c'est un film complètement inattendu avec une ambiance assez malsaine, mais qui décrit parfaitement tout ce qui peut se jouer en fait dans ce genre de cas à l'école. Il y a tout, le harcèlement, la cancel culture, les fake news, la confiance rompue entre les élèves, les profs et les parents, mais aussi des enseignants évidemment à bout de souffle dans un système déshumanisé. Ça se passe en Allemagne, c'est vrai, mais on pourrait tout à fait le transposer en France. On trouverait les mêmes questionnements. Et c'est un film qui interroge sur les notions d'écoute, de jugement, de culpabilité, de justice, de faute. Bref, c'est haletant du début à la fin et je vous le conseille grandement. Ça sort ce mercredi. Merci beaucoup Loïc. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la gagnante, l'ancienne gagnante de la Star Academy, la chanteuse Annie Chadjo. Si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'éducation pleinement à 200%. Donc toi, on l'a dit, tu as grandi à Madagascar, tu as fait une partie de tes études en France. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi changer, améliorer dans le système français? Alors... Allons-y. Alors... Tu as la possibilité de faire une comparaison? Ah oui. La possibilité où... Je pense que par rapport, vous parlez du système éducatif en France. Hein. Oui, en France. Ok. Par rapport à Madagascar, je sais qu'en France déjà, il y a la gratuité de l'éducation. Et ça, c'est vraiment très bien. À Madagascar aussi, hein, dans le système public, etc. Donc, je trouve que la France aussi propose un système éducatif qui est quand même déjà plus avancé. Et j'ai su comprendre que pour certaines personnes comme moi, par exemple, qui est étrangère, certaines écoles, certaines universités en tout cas, dans certaines universités, c'est payant. Donc on doit payer un peu plus cher. Les étrangers... doivent payer un peu plus cher pour accéder à l'éducation, sachant que je viens d'un pays, je ne vais pas dire qui est pauvre, parce qu'économiquement, notre pays est en difficulté, à Madagascar, mais qui est rempli de richesses d'ailleurs. Je trouve que certaines sommes sont assez élevées. D'accord. Pour les étrangers, qui veulent étudier en France. Après, certaines universités proposent encore cette gratuité, juste les droits de scolarité qui sont pareils que les Français. Donc, il y a certaines universités qui ont gardé le même montant, mais il y en a certains qui l'ont augmenté. Il y en a certaines qui... Tu voudrais tirer une petite sonnette d'alarme sur le montant pour l'accessibilité aux études pour les étrangers. Oui, en fait, je pense que ça a été vraiment une limite pour moi, par exemple, quand je devais postuler dans des masters. Tu regardais par rapport à la somme que... Oui, je devais regarder par rapport à la somme. Donc, pour moi, je voulais aller dans certaines universités qui me plaisaient en termes de formation. Et puis, je dirais pas que j'ai fait par défaut, mais je regardais en fait à chaque fois où c'était très élevé. Et je me suis dit que ça allait pas être possible pour moi. Donc, soit je restais dans la même université, soit j'allais autre part. Et j'ai eu la chance d'aller en école. Donc, dans les écoles, c'est de l'alternance et c'est les entreprises qui payent. Et donc, c'est ça qui m'a permis de finir mes années de master. C'est quoi pour toi l'école de demain? Comment est-ce que tu l'imagines dans X années? Mon rêve pour tout le monde, pour tous les enfants, et c'est pour ça aussi que je fais de la musique, c'est pour ça que je transmets, c'est pouvoir porter la cause de ces enfants-là qui sont en difficulté, qui justement n'ont pas forcément tout le temps accès à l'éducation. Pour moi, le monde de demain, mon rêve pour moi, ça serait de voir que chacun a accès à l'éducation, a droit à l'éducation, parce qu'on en a besoin. En fait, l'apprentissage, l'éducation, c'est la richesse. Et c'est une plus grande richesse, c'est d'avoir des connaissances, d'avoir... pas forcément tout le temps aller
jusqu'à la fin d'un doctorat, d'un master, mais apprendre vraiment. Et voilà, c'est l'accès à l'éducation pour tous. Est-ce que dans l'école de demain, il y aurait plus de musique, plus de danse, plus d'art ? Aussi, je pense, essayer de trouver le talent de chacun, pouvoir développer, savoir identifier des talents, savoir identifier des gens qui ont quelque chose à apporter en plus, dans chacun des domaines d'ailleurs, et aussi la culture, développer la culture. L'école, pour toi, finalement, ça représente quoi ? L'école, c'est une école de vie. Parce qu'on apprend non seulement des connaissances, des savoirs, on apprend aussi beaucoup de la vie. On apprend beaucoup de choses. C'est là où se rencontrent aussi des âmes, des gens qui vont peut-être tisser des liens d'amitié jusqu'à la fin de leur vie ou quelques années. En tout cas, toutes les personnes qu'on rencontre, de toute façon, sont des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose, qui peuvent nous apprendre quelque chose. Donc, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où chacun grandit. Et voilà, c'est un lieu où on apprend. C'est déjà la fin de l'émission, Anisha. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika, et à lundi, tout de suite c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Et donc la première qualité d'une femme qui enseigne, c'est pas d'être une bonne enseignante, c'est déjà d'être une femme. Et on lui balance tous les stéréotypes. C'est parce que ça remonte à assez loin, même avant la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que la femme, par nature, est une mère disponible pour s'occuper des enfants. Et que finalement, la première des qualités, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est le sacrifice aussi. Hein. Alors, elle ne sait peut-être pas faire grand-chose, mais elle sait mieux expliquer, etc. Et elle est plus disponible, voilà. Plus patiente, etc. Donc, et c'est intéressant parce que dans les rapports d'inspecteurs, qui pendant très longtemps n'ont pas été lus par les intéressés parce qu'elles n'y avaient pas accès, il y a une liberté de ton et une liberté de parole qui nous permet justement de retrouver une sorte de portrait robot de l'enseignante idéale. Elle a cette qualité rare de mener parfaitement une classe. Les professeurs hommes n'acquièrent généralement cette aisance qu'à force de pratique et de réflexion, certaines femmes atteignent d'emblée à ce niveau. Extrait d'un rapport d'inspection de l'époque que j'ai trouvé dans le bouquin. Il y a des remarques qui sont assez croustillantes, on peut le dire. Hein. Vous dévoilez ici, dans l'école du futur, l'une des finalistes de ce prix cette année. Elle s'appelle Apolline. On est ravis de vous recevoir, Apolline. Soyez encore à nouveau la bienvenue sur ce plateau. Vous avez créé ECHO. ECHO, c'est une application qui vise à gérer son éco-anxiété, projet grâce auquel vous êtes finaliste du prix Les Margaret cette année. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ECHO ? Donc ECHO, c'est un projet d'application qui offrirait des ressources aux personnes qui souffrent d'éco-anxiété. Donc le but, en fait, c'est de donner des ressources aux gens pour qu'ils puissent agir à leur manière et ne pas rester statiques face au réchauffement climatique. Donc en fait, on a remarqué un vrai problème de fatalité face au réchauffement climatique. Et donc je voulais inciter les personnes qui souffrent d'éco-anxiété à agir par rapport à ça. Donc vous avez créé ce projet, vous l'aviez imaginé avant d'entendre parler de ce prix Les Margaret, ou est-ce que vous l'avez fait à cette occasion ? En fait, le projet ECHO, il a commencé à être développé un peu avant le prix Les Margaret. Et je l'ai développé quand j'ai participé à un programme d'échange qui s'appelle Girls Gearing Up et qui se passe en Allemagne. C'est un partenaire de Become Tech, donc une association dont je fais partie, qui promouvoit le rôle des femmes dans la tech. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce genre d'idées. Je voulais vraiment faire un projet en rapport avec la santé mentale. C'est hyper important pour moi, et avec l'écologie. Et en termes de stéréotypes dans la profession, est-ce que tu sens que c'est encore bien ancré ou qu'il y a quand même une progression de fait ? Alors, c'est assez difficile. Moi, quand j'ai cherché un garage, j'ai eu beaucoup de portes fermées. J'ai eu beaucoup de refus de garages qui me disaient qu'ils voulaient clairement pas de filles, qu'ils avaient jamais vu. On te le laisse pas deviner, on te le dit carrément. Oui. On m'a clairement dit que j'avais pas ma place. Mais sur quel motif du coup ? J'étais trop fine,
J'étais Je prendrais pas la distance, quoi. J'étais trop féminine, voilà. On me regardait les ongles, on me regardait. Je suis bien toujours apprêtée, donc on m'a dit mais non, clairement t'as rien à faire dedans. Donc du coup, j'ai eu la chance de trouver un garage qui m'a ouvert la porte et qui m'a laissé la chance. Et depuis, j'ai jamais été plus heureuse que depuis que je suis chez eux, vraiment. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Loïc. Avec grand plaisir. Pour à la fois le JT et cette merveilleuse chronique. Oui. On fait un petit coucou au sud quand même. Hein. Bien sûr, vu que vous avez cité 35 fois Antibes, embrassons-les, évidemment. Et on remercie toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Romain Luc à la réalisation, le son c'est Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Eva Troller et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Merci. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.